Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 18h aujourd'hui du 21 mai 2015. Ce soir et par ordre d'apparition à l'écran, nous allons au Cellier pour voir comment la commune s'y prend pour accueillir et intégrer les familles roms. Et puis nous irons voir une très belle expo qui s'appelle L'homme, les signaux et la mer. Ce serait un petit peu comme un poème de Baudelaire, vous savez, L'homme et la mer, mais avec les signaux en plus. C'est une expo consacrée aux sémaphores et aux hommes qui y travaillent qu'on appelle les guetteurs. C'est en ce moment à voir à la MHT, la Maison des Hommes et des Techniques à Nantes, et en avant-première ce soir sur notre plateau avec le commandant Jacquet. En fin d'émission, vous retrouverez Alexis, notre chroniqueur cinéphilique, qui ce soir nous parle de Mad Max Fury Road, un film qui réconcilie, paraît-il, les films d'auteur et les films d'action. Voilà le programme de notre émission qui démarre après la virgule. Où l'on reparle des Roms, c'est un sujet complexe, un sujet brûlant qui met la métropole nantaise en porte-à-faux. On l'a vu encore très récemment avec l'évacuation du campement de Tougas à Saint-Herblain et les habitants de Indre et Couéron qui ont fait blocage pour empêcher l'accès des Roms à leur commune. Et aussi, on l'a vu au niveau de Nantes Métropole, une parole politique plutôt frileuse. Mais ce soir, on a voulu vous montrer que d'autres solutions peuvent exister, d'autres façons de faire. Et pour ce faire, nous allons prendre la direction de la commune du Cellier, commune d'un peu moins de 4000 habitants, à 27 km de Nantes, sur la route d'Anceny. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. En 2011, des familles avaient déjà été expulsées de la métropole nantaise et une cinquantaine d'entre elles, de ces familles roms, étaient arrivées sur la commune du Cellier. 13 familles sont restées et finalement, au lieu de les chasser, la municipalité a choisi d'accueillir ces ressortissants roumains, ces 13 familles, donc au total, au sein d'un campement aménagé qui fait office de transition avant un logement en dur, dans du logement social, ce qui a été fait pour 5 familles. Alors la question des Roms a bien évidemment fait débat lors des élections municipales au Cellier en mars 2014, mais le maire qui a été élu aux dernières municipales, Philippe Morel, sans étiquette, il persiste et signe et continue la politique qui a été entreprise par son prédécesseur Gilles Bourdu, avec un credo, c'est d'être transparent vis-à-vis des administrés. Les Roms au Cellier, les clés d'une intégration réussie, c'est un reportage de Simon Offray. En 2011, 13 familles roms expulsées de Nantes Métropole s'installent sur la commune du Cellier. Un an plus tard, un terrain aménagé est mis à leur disposition et aujourd'hui, 4 familles sont relogées. Une insertion possible grâce au travail de l'association C'est l'Accueil, qui semble, avec la mairie, avoir trouvé une alternative à l'expulsion. Je pense que pour tous les Roms, c'est la solution d'avoir un terrain municipal ou non municipal, mais au moins autorisé. C'est la base d'une vie à peu près correcte. Hein, mais c'est le minimum et ce n'est pas suffisant pour vivre avec ça tout le temps. Donc c'est vraiment un passage que tous les Roms devraient avoir. Toutes les municipalités devraient faire un effort pour prendre quelques familles roms et tout se passerait bien. Le Cellier vient d'engager 10 000 € pour assurer l'accompagnement des familles. L'équipe municipale, élue en 2014, prend la mesure de ce qui est devenu un enjeu politique et joue la transparence pour faciliter les relations avec les Cellariens. Le problème des Roms était un problème que les gens dans ma campagne me disaient. Comme on a fait pas mal de porte-à-porte, les gens se disaient « mais qu'est-ce qu'il en est des Roms ?» Et ce qui manquait a priori, c'était un problème de communication, de savoir réellement ce que ça coûtait, comment ça se passait. Et c'est vrai que même quand on a remis effectivement les coûts qu'avait l'installation des Roms, de l'électricité, ces choses-là, ça avait un petit peu irrité évidemment l'opposition, mais je pense que on devait la vérité, on se l'est dit aux Cellariens, voilà. Conseil, aide aux démarches, traduction, les associations aident au quotidien les 13 familles. Le plus grand défi reste l'emploi, souvent engagés comme saisonniers. Les ressortissants roumains ont besoin de garanties salariales pour espérer un logement pérenne. On les a accompagnés dans certains cas chez le maraîcher, chez l'exploitant, pour les présenter, pour qu'ils s'inscrivent, fassent une fiche d'identité. Ils étaient plus à l'aise s'ils étaient accompagnés, donc ça c'est important. À partir du moment où les Roumains sont devenus ressortissants européens, comme avec les Bulgares en début 2013, là, ils avaient à ce moment-là accès à Pôle emploi et l'attitude pour s'inscrire et entamer des démarches. Le contrat avec les familles reste clair. En contrepartie de l'aide apportée, le paiement d'un loyer et d'une partie des charges du terrain d'accueil est demandé, ainsi que la scolarisation des enfants.
Les grands, Ouais. surtout les grands. Alors, grand et petit, Daniel devrait être à l'école cet après-midi. Julian Binou habite au Cellier depuis 2011. Pour lui, cet accompagnement est une réelle chance. Les personnes s'occupent du travail, Madame Michel s'occupe très bien de nous, Monsieur Gérard la même chose. La mairie c'est... Le gendarme. Le gendarme, oui. tous les personnes qui s'occupent de nous, ils sont très gentils pour nous ici. Nous payons ici 100 € par mois comme ça. L'électricité, le loyer, oui, ça, le terrain, oui, ça c'est bien. Pour la municipalité, ce suivi est un investissement important. Seule commune accueillant les Roms dans le pays d'Anceny, le Cellier demande aujourd'hui une aide financière, mais reste bien la preuve qu'un accueil pérenne des familles roms est possible autour de Nantes. Et on peut ajouter qu'une convention a été signée entre l'association Une famille, un toit et la commune du Cellier pour assurer l'accompagnement et le relogement de 3 familles supplémentaires, donc parmi les 8 familles qui sont encore sur le terrain aménagé que vous avez pu voir. Une convention qui a coûté 10 000 €. On rappelle aussi qu'à Indre, une initiative semblable avait été engagée sous le mandat de Jean-Luc Le Drain, avec notamment le village de la solidarité et des associations très actives, un peu sur le même modèle. Mais on a pu voir aussi récemment, avec ce qui s'est passé après l'évacuation du campement de Tougas, qu'un effort pareil avait été balayé par une nouvelle municipalité et des habitants plutôt remontés, c'est dire que cette solution aussi peuvent être précaires. En tout cas, pour en savoir plus sur le dossier des Roms dans la métropole nantaise, on vous donne rendez-vous aussi demain avec Cécile Petitdent dans l'Hebdo. Ce sera à 19h. On fera un focus sur l'accueil des familles roms dans la métropole nantaise avec 2 associations, Médecins du Monde et Une famille, un toit. Ce sera donc demain à 19h sur Télé Nantes, bien sûr. Et tout de suite, on parle de l'exposition L'homme, les signaux et la mer avec le commandant Jacquet. L'homme, les signaux et la mer, c'est une exposition à voir jusqu'en septembre qui a démarré le 6 mai dernier à la Maison des Hommes et des Techniques. C'est ce gros bâtiment très imposant à côté de l'éléphant. Entre l'éléphant et le carrousel, vous ne pouvez pas la manquer. Et on y découvre notamment le travail des peintres officiels de la marine et le travail particulier des guetteurs qui travaillent dans les sémaphores. Et on va en parler donc tout de suite avec le commandant Jacquet. Bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'être avec nous, capitaine de vaisseau et commandant de la marine à Nantes-Saint-Nazaire. On vous reçoit aussi ce soir parce que c'est la marine qui se cache derrière cette exposition, évidemment, qui l'a organisée et qui l'a rendue itinérante. C'est une exposition qui se promène sur le territoire. C'est une exposition qui fait une petite allusion à Charles Baudelaire. Je le disais, l'homme, les signaux et la mer, c'est un petit clin d'œil, non ? Tout à fait. La marine ne se cache pas derrière cette exposition. Elle se montre, comme on le voit ce soir. Absolument. Et oui, non, l'homme et la mer, c'est ça, la petite référence, non ? C'est un beau poème de Baudelaire. Baudelaire l'a très bien chanté. N'est-ce pas ? Donc on va parler de cette exposition et aussi des peintres officiels de la marine. Ça a été aussi une surprise pour nous, je dois l'avouer, enfin au moins pour moi. On ignorait qu'il y avait des peintres officiels dans la marine et pourtant c'est une tradition très ancienne qu'on découvre dans cette exposition à travers les aquarelles, les gouaches, les acryliques qu'on découvre. Ça existe depuis le 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi l'idée au départ ? Pourquoi la marine s'est dotée de ces peintres officiels ? Alors, avant le 19e siècle, Richelieu avait même commandé des tableaux à Vernet, par exemple, et il avait sans doute ses peintres préférés qui, sans avoir le titre de peintre officiel, travaillaient souvent pour lui. C'est l'annuaire de 1830 qui diffuse le premier, le nom de 2 peintres qui deviennent donc les 2 premiers peintres officiels de la marine. Et du coup, ces peintres-là, pourquoi la marine en a eu besoin ? Quelle est leur mission ? Alors, la peinture était la seule manière de représenter un paysage ou un port ou des fortifications. Enfin, il y avait un aspect renseignement au temps de Richelieu. Et puis, après, le côté artistique, bien sûr, qui a incité la marine à poursuivre dans cette voie. Donc, depuis 1830, 253 peintres ont reçu je ne dirais pas le privilège, mais en tout cas la distinction, parce que c'est mérité, d'accompagner leur signature sur les tableaux d'une petite encre de marine. Alors, c'est vrai qu'ils deviennent des peintres officiels. Ils ont aussi ils sont officiers de la marine, du coup, ces peintres-là. Alors,
Ils ont un uniforme d'officier de marine, ils ont rang d'officier, ils n'ont pas de statut militaire du tout. Ils ont une carte d'identité militaire. Ils ont une carte d'identité militaire pour faciliter leur accès au site militaire. Évidemment, on imagine que c'est pas facile. En tout cas, voilà, on le voit dans l'exposition, ils existent encore, parce qu'on se dit que ça pourrait être une vieille tradition du 19e siècle. Aujourd'hui, on peint peut-être plus rarement, on va peut-être plus facilement faire des photos ou des vidéos. Et pourtant, ça existe encore, c'est ce qu'on voit dans l'exposition. Il y a 32 peintres officiels, titulaires et 17 agréés encore aujourd'hui. C'est encore utile aujourd'hui d'avoir ces peintres officiels de la marine ? Tout à fait. C'est un outil incomparable de rayonnement pour la marine, pour faire connaître ses métiers, ses bateaux, ses actions, ses missions. L'armée de terre et l'armée de l'air ont également leurs peintres officiels, beaucoup plus récemment. Donc elles aussi ont ressenti ce besoin. Et alors justement, comment ils sont choisis ? Parce que j'imagine on ne devient pas peintre officiel de la marine par hasard. Il y a une procédure de sélection un petit peu ardue. Il y a une procédure. Vous savez, le titre est très recherché. On n'est pas peintre à vie. Donc vous avez cité 57 peintres au total. Donc on recrute peu de peintres chaque année, 1 ou 2. Donc il faut exposer, il faut être sélectionné pour le salon. Et puis après, un jury composé exclusivement de peintres de la marine choisit les heureux lauréats, qui sont nommés par le chef d'état-major de la marine, mais sur proposition des artistes. Ce sont les artistes entre eux qui se choisissent. Et sur quels critères alors on choisit un peintre officiel de la marine ? Alors son goût pour la mer, j'imagine, entrer en ligne de compte ? Bien sûr, il faut travailler sur des œuvres en rapport avec la mer, pas forcément avec les navires de la marine, mais avec la mer. Il faut avoir du talent. Voilà. Alors, je serais bien incapable de vous définir les critères artistiques. Voilà. Et ils ont toute liberté sur ce qu'ils peignent, ou alors ils répondent à des commandes, non, du coup ? Ils font absolument ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune obligation envers la marine. Ils peuvent représenter tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent représenter tout ce qu'ils veulent. Mais enfin, en général, ils profitent de cette opportunité d'être peintre officiel de la marine pour venir au sein des unités, à bord des bateaux, pour les représenter, pour représenter les hommes qui les animent. Donc nous avons, à bord des unités, souvent la visite de peintres. C'est toujours un honneur pour un marin que de recevoir un peintre officiel de la marine. Et il est toujours très bien reçu. Ça, je cite le président qui était au vernissage de cette exposition le 5 mai dernier. Les peintres sont toujours très bien reçus dans les unités qui les reçoivent. Alors, il y a ces peintres officiels, mais on imagine quand même qu'aujourd'hui, il y a aussi des photographes peut-être officiels, des réalisateurs officiels pour fournir des images en mouvement. Ce n'est pas limité à la peinture. Il y a un céramiste, un photographe. Enfin voilà, tous ces arts de l'image sont éligibles au titre de peintre officiel de la marine. Voilà, on découvre un nouveau pan de la vie de la marine. Le président voudrait, je vais peut-être susciter des candidatures. Quand vous dites le président, le président de l'association des peintres de la marine voudrait qu'un dessinateur de bande dessinée intègre le corps, l'académie des peintres. Alors l'appel est lancé, parce que vous savez qu'à Nantes, on a de grands talents aussi en bande dessinée. On a une bonne école et puis de bons dessinateurs. Donc si vous voulez rejoindre, pourquoi pas la marine. En tout cas, cette exposition qu'on peut découvrir aujourd'hui, donc à la Maison des Hommes et des Techniques à Nantes, je le disais, on découvre ces professions aussi, et on découvre le travail des guetteurs sémaphoriques, puisque vous avez choisi plus particulièrement de montrer le travail de ces gens qui travaillent dans les sémaphores. Alors avant d'en parler, j'ai voulu faire un petit détour par le sémaphore de Préfailles. C'est un sémaphore que l'on peut visiter à la pointe Saint-Gildas et qui montre justement le rôle de ces sémaphores. Et on s'y était rendu en septembre 2014 et je propose de découvrir quelques images. Les sémaphores, ils ont d'abord un rôle militaire. En fait, ils ont été construits pour voir et observer tout ce qui se passe en mer. C'est un petit peu, pour résumer, la tour de contrôle des mers. Au XIXe siècle, comment communiquaient en fait les sémaphores entre eux? Ce qu'on appelait la communication par mât. Donc vous aviez par exemple au sémaphore de la pointe Saint-Gildas un mât appelé mât sémaphorique, mât de Pillon, donc à l'avant du bâtiment. Et en fonction de la position des ailes, cela correspondait en fait à un mot, à une phrase, donc à un message codé. Et en fait, les guetteurs communiquaient ainsi entre eux. Par exemple, s'ils voyaient bateau ennemi au large du phare de la pointe Saint-Gildas, toutes les informations remontaient aux autorités maritimes supérieures.
Voilà, c'est bien ça, les sémaphores, les tours de contrôle des maires. La formule est exacte. Alors le rôle a évolué depuis la période évoquée par ce reportage. Ce n'est plus un moyen de transmission, c'est un moyen de veille du littoral. Les sémaphores communiquaient entre eux, ils le font toujours, mais... Il paraît d'ailleurs que c'était le premier réseau Internet. C'est ce qui est dit dans le dossier de présentation des sémaphores. C'est une manière de voir les choses, tout à fait. Voilà, donc les sémaphores, on en a 59 en métropole, en Manche, en Atlantique, en Méditerranée, y compris la Corse. Et ce sont les yeux des préfets maritimes. Les préfets maritimes sont à la mer ce que le préfet de département est à la terre. Ils ont été créés en même temps par Napoléon. Et ce sont eux qui sont chargés de l'action de l'État en mer. C'est-à-dire la police de la navigation, l'assistance aux personnes, la prise en charge de navires en difficulté, pour protéger l'environnement. Souvenons-nous des marées noires qui ont souillé notre littoral. Voilà. Donc, ce sont les yeux et les oreilles des préfets maritimes. Et il y en a toujours des actifs, puisque comme on l'a vu, celui de la Pointe-Saint-Gilda en Loire-Atlantique, il n'est plus actif, mais en Loire-Atlantique, il y en a encore 2. Voilà, il y a Piriac et Chaumouling en Loire-Atlantique, et donc 59, je vous disais, pour l'ensemble du littoral métropolitain français. Et c'est important de rappeler leur mission. Alors on le voit là dans cette exposition, il y a 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a ces fameuses peintures des peintres officiels de la marine qui représentent le travail des guetteurs et les sémaphores, et puis quelque chose de plus pédagogique aussi, avec des maquettes pour rappeler un peu ce rôle des sémaphores. Il est méconnu du grand public. Oui, on limite peut-être trop à des phares, quoi, un petit peu. Les phares ont une fonction complètement différente. Et d'ailleurs, les phares ne dépendent pas de la marine. Ils n'ont jamais dépendu de la marine, mais de l'administration des phares et balises, bien terrienne. Le rôle des sémaphores est différent. C'est vraiment de capter l'information. Parler avec un capitaine de navire permet de sentir s'il est à l'aise, si ce qu'il dit est vrai, ou si ce qu'il dit a des chances d'être vrai, ou s'il est manifestement en train de mentir. Enfin, rien ne remplace le dialogue. Donc les gens qui travaillent dans les sémaphores, qu'on appelle les guetteurs, sont des hommes qui travaillent sur la terre, mais qui doivent très bien connaître la mer. Absolument. Dans ces cas-là. Beaucoup proviennent d'ailleurs de spécialités embarquées de la Marine nationale. Ils font une seconde carrière en tant que guetteurs sémaphoriques. Alors d'ailleurs, on les appelle des guetteurs, c'est un nom qui est plutôt intriguant, et aussi des anges gardiens. C'est le nom de ces personnes qui travaillent dans les sémaphores. Oui, absolument. D'où ça vient ce surnom-là ? D'où vient ce petit nom-là ? Parce qu'ils sont là pour réagir les premiers. Si un navire est en difficulté, ils seront probablement les premiers à s'en rendre compte, parce que les navires en difficulté ont une fâcheuse tendance à ne pas le dire, à ne pas avouer qu'ils sont en difficulté. Donc c'est eux qui voient leur attitude, grâce à leur expérience, si un navire est éventuellement en difficulté, pour provoquer l'action de remorquage qui lui permettra d'éviter d'aller à la côte. Alors c'est vrai qu'on se dit qu'aujourd'hui, ce genre d'action peut être, ce genre de surveillance peut peut-être se faire par des appareils, des robots. Rien ne remplace l'humain. Rien ne remplace l'humain pour la surveillance des mers. Il y a des radars, bien sûr, des systèmes de veille infrarouge, qui permettent de voir la nuit, mais rien ne remplace l'œil de l'homme. Il est très complémentaire de ces moyens modernes. Et dans ces situations parfois difficiles, l'homme demeure irremplaçable. Mais c'est philosophiquement rassurant. Et ces guetteurs, ils ont beaucoup de situations problématiques à connaître, dans notre département de Loire-Atlantique, par exemple, avec le sémaphore de Piriac et de Chaumouling. Il y a souvent des interventions qui sont nécessitées. Des interventions, oui, c'est assez régulier, en particulier l'hiver quand la météo est mauvaise, mais bon... c'est toujours pareil, les catastrophes évitées, personne n'en parle. Oui, heureusement. Et alors du coup, avec cette exposition, on voit bien, la marine a aussi envie de se faire connaître du grand public. C'est peut-être quelque chose qu'on voit un petit peu de loin, on se dit un corps un peu mystérieux. Votre volonté avec cette manifestation, c'est ça aussi, c'est de donner à connaître. C'est de faire connaître la marine, de faire connaître la mer aux Français. Alors, près des côtes, c'est moins nécessaire qu'à l'intérieur des terres. Mais la France est un pays malheureusement peu maritime, malgré ses superbes façades maritimes. Le français est quand même plutôt un terrien. Voilà, bon, mais petit à petit... Vous voyez que le français est plutôt terrien. La France ne fait que 2% de son PIB avec l'activité maritime, alors que la Belgique fait 10% de son PIB avec le seul port d'Anvers. Donc ça montre que la mer est une activité marginale, malheureusement, dans l'économie française, donc dans l'esprit des Français.
Et en tout cas, voilà, avec cette exposition, on espère que le grand public va s'intéresser, puis le public des terriens de Nantes, hein, voilà, qui a l'eau à proximité avec la Loire, mais qui n'a pas la mer, va venir voir ce travail des guetteurs. Puis, c'est une exposition de la marine sur un site où ont été construits certains bateaux Bien de la sûr. marine, hein, dans les ateliers et chantiers de Nantes, qui ont beaucoup travaillé pour nous dans les décennies précédentes. Donc c'est aussi un petit rappel à l'histoire. Pour le côté pratique, sachez que cette exposition elle est visible jusqu'au 20 septembre, je disais à la Maison des Hommes et des Techniques, qui est entre l'éléphant et le carrousel. Vous ne pouvez pas la manquer. L'entrée est libre. C'est du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et aussi certains week-ends, les 6 et 7 juin par exemple, et les 20 et 21 juin, mais pas tous les week-ends. Hein. Plus d'informations évidemment sur le site de la Maison des Hommes et des Techniques, c'est maison-homme-technique.fr. Et puis il y a aussi des conférences qui sont données. Hein. Je crois que vous allez en donner une aussi. Je vais prononcer 2 conférences, une présentation de la Marine nationale et une explication de la manière dont Jules Verne a procédé pour écrire 20 000 lieues sous les mers, parce que Jules Verne faisait de la veille technologique. En tout cas, avant d'écrire 20 000 lieues sous les mers, il allait se renseigner auprès des grands constructeurs de navires de l'époque. Voilà, encore un nouveau regard sur la mer grâce à cette exposition et ces conférences. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et vous restez. On va parler cinéma tout de suite avec notre chroniqueur Alexis. Merci. Et on va parler du film dont tout le monde parle en ce moment, c'est Mad Max Fury Road. Avec vous, Alexis, bonsoir. 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 Vous l'avez vu pour nous? Oh bah oui, je l'ai vu. J'ai pas pu m'en empêcher. J'étais même très content de pouvoir découvrir ce film. Sorti la semaine dernière. Il est sorti précisément jeudi dernier, puisqu'il passait à Cannes. Il fallait donc attendre qu'il soit sorti à Cannes pour que le grand public, tout le monde, ait le droit de le voir. D'où la sortie un jeudi qui n'est pas habituelle. Voilà, puisque d'habitude, c'est le mercredi, vous le savez. Bien sûr. Ce film est déjà une réussite, mais je vais en parler tout de suite. Mais c'est surtout un film assez important, je pense, dans l'histoire du cinéma d'action, dans le cinéma de blockbuster, ce qu'on appelle donc les films à très gros budget. Alors, je m'explique. Déjà, c'est le retour du personnage de Mad Max, 30 ans après le dernier épisode. C'est en fait le 4e film de Mad Max de la série. Le premier avait eu lieu donc en 1979 et c'était bien sûr dans le rôle-titre Mel Gibson qui avait été découvert alors qu'il se battait encore dans les bars. Hein. Il a été découvert par le réalisateur George Miller, donc en Australie, puisque là où est né Mel Gibson. Et le film lui-même est assez étonnant. Alors ça, on a une image, donc on vient de voir une image du 2e film, mais le premier lui-même est assez difficile à définir. C'est quelque part entre L'équipe est sauvage, le film avec Marlon Brando et Lee Marvin sur les bikers dans un petit village, et Les voitures qui ont mangé Paris, qui est le premier film réalisé par Peter Weir, autre réalisateur australien, où en fait on voit déjà une apparition de voitures un petit peu futuristes qui n'ont rien à voir, un film post-apocalyptique, etc. Donc un film qui n'a pas grand-chose. C'est un film de gros bras et de SF un petit peu. Enfin, déjà, c'est de la science-fiction. Moi, je suis complètement ignare. Hein. J'en ai vu aucun. Je préfère le dire, donc je vais poser des questions naïves. C'est un film de science-fiction désertique. Ouais, c'est-à-dire c'est un film donc post-apocalyptique après l'apocalypse nucléaire, et donc tout le monde vit dans la boue, dans le sable, et en Australie donc dans le désert. Donc les gens se battent les uns les autres pour récupérer du pétrole, tout simplement, pour pouvoir faire tourner leur voiture. Le film a été à l'époque le plus rentable de l'histoire du cinéma. Le plus rentable, pas celui qui a rapporté le plus d'argent, mais celui qui en a rapporté le plus par rapport à la mise de départ. Voilà. Depuis, ça a été dépassé par bien d'autres films, mais n'empêche qu'il avait déjà marqué les esprits, puisqu'il avait coûté à peu près le prix d'une voiture neuve à l'époque. Et on a rapporté énormément plus. Mad Max 2 a suivi 2 ans plus tard, Mad Max le défi, et là on est face à un véritable chef-d'œuvre du film d'action. Donc c'est là où le véritable personnage de Mad Max tel qu'on le connaît apparaît, campé encore une fois par Mel Gibson. Je vais assez vite, mais c'est là aussi où apparaît véritablement le méchant de films de post-apocalyptique. Donc le voici par exemple. Avec sa méchante crête. Avec une crête de Mohawk, un Iroquois en français. Le film sera suivi donc 4 ans plus tard, en 1985, par Mad Max 3, Au-delà du dôme du tonnerre, où le personnage change un petit peu, devient plus humain, rencontre des enfants perdus, un peu comme dans Peter Pan. Et puis c'est également avec Tina Turner qui joue la chef du village qui transforme des déjections de cochons en pétrole. Enfin, bref. Déjection. Ouais. Et Tina Turner qui chantait aussi le générique du film. Mais il paraît qu'il est pourri le 3, me souffle-t-on dans l'oreille, puisque moi je suis pas... Enfin bon, c'est subjectif, mais bon. Je pourrais argumenter comme quoi le 3 est en fait très intéressant. Mais on n'aura pas le temps de parler du 4 si on fait ça, donc il faut en parler du numéro 4. C'est ça, donc Mad Max 4 Fury Road, donc la route de la furie, de la fureur, est sorti. Donc c'est un film très ambitieux car hors norme, un film d'action qui coûte donc 150 millions de dollars, c'est énorme bien entendu, mais qui joue sur la simplicité et l'efficacité de son scénario.
de sa mise en scène. Un film qui donc coûte très cher, mais où chacun des dollars se voit à l'écran, puisqu'en fait... Oui, il y a du moyen, ça se voit. Hein. Il y a du moyen, mais Dans il y a les du décors. moyen pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent est utilisé dans des films de super-héros, par exemple, pour les images de synthèse, Ouais. et c'est très efficace. Mais là, les courses en voiture sont filmées avec des vraies voitures qui se choquent vraiment les unes contre les autres et qui ensuite s'écrasent véritablement. Il y a donc une pesanteur qui est véritablement visible et qu'on sent, en fait, c'est quelque chose d'assez sensible à l'écran. Et en fait, c'est assez rafraîchissant, parce que c'est un cinéma tel qu'on le faisait il y a 30 ans, un cinéma de film d'action, je veux dire, et qu'on a un peu laissé tomber. Les films comme Fast and Furious, où il y a également des courses de voitures, on laisse quand même pas mal la part aux images de synthèse, et c'est un petit peu dommage. Alors, il nous reste genre 20 secondes. Hein. 20 secondes. C'est également un film assez féministe, un film avec avec des personnages féminins, des femmes fortes, notamment Charlize Theron, qu'on voit ici. Également, c'est un film qui fera date. Alors, si vous voulez le voir, parce que vous êtes fan de films d'action, vous servirez deux buts. Alors, le premier, ça sera le vôtre, puisque vous passerez un très bon moment. Et le deuxième, c'est si ce film marche, on aura peut-être le droit à voir d'autres films un petit peu faits de la même manière. Donc, c'est un encouragement à y aller. Voilà. Merci beaucoup. C'est un engagement citoyen. Alexis. Et merci au commandant Jacquet d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À très vite.